Yannick Noder, je vais t'inviter à venir. David Seinati, co-directeur de la délégation numérique en santé, et Charles-Édouard Escura, DG de l'AIS. C'est une table ronde que je vais animer avec Sarah Amrani, qui va me rejoindre également, qui est la directrice de la démarche garantie humaine de l'IA, d'éthique IA. Merci pour la musique qui nous entraîne à l'élévation. Merci, Monsieur le Ministre, cher Yannick, d'être là ce soir. On avait une première table ronde tout à l'heure sur les cas d'usage de l'IA qui se diffusent beaucoup en hospitalisation à domicile. C'est un sujet que tu as suivi depuis longtemps, d'abord dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis en lançant cette concertation nationale qui a abouti à la présentation par la ministre Stéphanie Rist il y a quelques jours de la stratégie nationale sur l'IA. Comment tu vois ce mouvement avec au milieu le sommet mondial sur l'IA pour lequel tu représentais la France sur la partie santé au mois de février? Ce qui apparaît, c'est qu'on est maintenant dans quelque chose qui ressemble à une révolution structurelle. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner au mieux? Quelle est la place des pouvoirs publics pour faire ça, dans un contexte où évidemment les débats budgétaires nous l'ont rappelé, les moyens sont contraints, mais comment accompagner ce mouvement dans de bonnes conditions? Écoutez, bonsoir à tous. Très heureux de pouvoir échanger quelques instants sur ces sujets. Je remercie la présidente, Elisabeth Hubert, et son directeur général pour mettre ces sujets particulièrement et notamment au domicile des patients. Et c'est vrai que l'IA, si on veut qu'on s'en imprègne totalement, eh bien, il faut qu'elle soit partout. Et avant d'avoir ce saut technologique, je crois qu'il est important qu'on ne peut pas avoir de grandes innovations technologiques sans une grande innovation d'usage. Et l'usage, c'est qu'est-ce que chacun des acteurs va pouvoir se saisir de ce sujet-là. Donc je pense que, et merci David d'y avoir fait référence, moi en 2017, je suis vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et effectivement on décide, au titre de notre compétence qui est celle de la formation sanitaire et sociale, de pouvoir intégrer un module d'intelligence artificielle dans toute la formation de nos professionnels de santé, pour permettre à ce que nos professionnels de santé de demain, médicaux, paramédicaux, eh bien, puissent avoir déjà cette sensibilisation, cette acculturation à l'intelligence artificielle. Je me rappelle trop de cette rupture quand, à l'hôpital, on avait vu arriver la visite, le chariot de visite avec l'ordinateur sur le chariot qui remplaçait la pancarte, les prescriptions, et combien il y avait eu des difficultés pour qu'on n'ait pas de trou dans la raquette. Moi qui m'occupais de la science cardiaque, je ne retrouvais plus un seul poids dans l'ordinateur pour une bonne et simple raison. C'est qu'en fait, on avait des super aides-soignantes, mais personne ne les avait formées sur l'ordinateur. Donc je parle de ça il y a quelques années, mais c'était un peu la même rupture. Donc je crois que ça passe par d'abord un plan de formation relativement accessible. Après, je crois que l'État, d'une façon générale, a un rôle dans la promotion de l'outil. Et je crois beaucoup au bottom-up. Je pense que beaucoup d'acteurs, d'initiatives locales, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à domicile, que ce soit la médecine de ville, a des outils d'intelligence artificielle. Donc ça va permettre d'améliorer la prise en charge de nos patients dans une forme un peu de pratique, on va dire, augmentée. Donc que ça soit dans du diagnostic avec certaines pathologies qui s'y prêtent particulièrement, l'imagerie, la dermatologie, la cardiologie, sur la lecture augmentée de l'ECG et autres. Ça permet d'avoir une dimension de sécurisation des données, et puis c'est un cadre éthique, puisqu'on voit aussi beaucoup d'éthique à remettre. Il ne faut pas qu'elle soit bloquante, mais on ne peut pas se partager non plus toutes des données comme ça, de façon n'importe comment. Après, on a un rôle de promotion, c'est ce qui a été fait lors du Summit IA en février dernier, pour pouvoir lancer des appels à projets qui vont booster les sujets. Donc c'était de booster un peu tout ce qui est dispositif médical qui embarque de l'intelligence artificielle. Et on sait que dans beaucoup de dispositifs médicaux, du fait de l'apport de l'intelligence artificielle, eh bien, on peut être très prédictif en santé. Je reviendrai par exemple sur une discipline qui est la mienne, sur la cardiologie, par exemple. On sait très bien qu'on sait maintenant être prédictif d'une facteur de décompensation cardiaque, qui est un grand motif d'hospitalisation
à domicile ou à hospitalisation classique, et on sait qu'on peut avoir, grâce au module d'IA, des éléments prédictifs qui vous permettent d'éviter. Donc ça vous améliorez la qualité de vie du patient, vous diminuez naturellement les coûts en santé, c'est évident, et puis ça peut, en fonction d'autres critères économiques, si le patient travaille, arrêter un arrêt de travail, donc ça diminue les indemnités, éviter un arrêt de travail, donc diminuer les indemnités journalières, et puis permettre au pays de plus produire, puisque si le patient est en activité professionnelle et qu'il n'est pas arrêté parce qu'on a reçu des alertes qui évitent d'éviter une décompensation, on gagne en PIB. Donc on voit que le modèle médico-économique est rapidement, entre guillemets, amorti au sens économique comme au sens humain des choses. Et la deuxième chose, c'était aussi de pouvoir voir comment on pouvait booster la recherche grâce à l'IA, particulièrement dans un certain nombre de pathologies, et notamment les pathologies rares. On l'a dit, Frédéric l'a montré tout à l'heure dans ses exposés, parfois il y a un peu de délai, et voir comment l'intelligence artificielle peut, dans la recherche, grâce aux cohortes artificielles, grâce aux jumeaux numériques, permettre d'aller un peu plus rapidement sur un certain nombre de choses, notamment d'augmenter la taille de nos cohortes, particulièrement dans les maladies rares, pour rapidement avancer en termes de recherche et valider notamment de nouvelles molécules. Et si on gagne du temps, ça permet d'avoir un accès plus précoce à l'innovation pour nos patients. Donc je crois qu'on a une IA qui peut être technologique dans les dispositifs, une IA qui peut être appliquée à la recherche pour faire gagner du temps. Puis le dernier point, c'est l'IA d'usage. Je crois que vous êtes un bon nombre de soignants dans cette salle. Je pense que l'IA va permettre aussi de rendre du temps aux soignants, puisque quand vous avez des modules maintenant d'IA qui permettent d'éviter toute la partie très administrative dans les écritoires, les tisaneries, les offices infirmiers, de pouvoir remplacer toute cette partie-là, de pouvoir remplir le dossier médical, le dossier infirmier, de le sécuriser, ça fait gagner du temps et ça permet de rendre du temps aux soignants auprès des patients qui concourent d'une façon globale à la quête de sens, parce que je crois que ça c'est important. Si on a encore beaucoup de notre jeunesse qui s'oriente vers ces métiers, c'est aussi parce que ça représente une quête de sens. Donc je crois que tout ça participe à l'évolution de notre métier que nous pratiquons tous. J'avais peut-être juste une question de rebond, Yannick, le sujet de l'IA d'accès aux soins. Donc, je salue l'arrivée de Marie Daudet, directrice générale de l'offre de soins. On a échangé avec ses équipes sur ce point-là. Moi, ce qui me semble, dans l'année écoulée, il y a eu, par-delà évidemment les difficultés politiques qu'on connaît tous, une bascule qui me semble favorable, qui est qu'on s'est d'une certaine manière on a rapproché le sujet de l'IA des territoires et du besoin d'accès aux soins, pour peut-être se dire que finalement ces dispositifs, on devait les déployer à cette échelle-là. Évidemment, ça ne remplacera pas les médecins, mais peut-être vu de l'ancrage territorial que tu portes, quelles sont les thématiques qui te sembleraient prioritaires en termes de besoin d'accès aux soins sur les diagnostics de spécialité notamment ? Je crois que le contexte politique est une chose. Après, face aux déserts médicaux, d'une façon générale, il n'y a pas une solution, mais des solutions. Le fait de pouvoir bénéficier de l'IA dans toute une forme de diagnostic, ça peut être dans de la prévention notamment, ça peut être dans de l'accès diagnostique, ça peut être la sécurisation de diagnostic. Combien d'internes seuls dans des urgences le soir, dans des petits hôpitaux périphériques, sont très heureux d'avoir ce contrôle d'intelligence artificielle sur de la lecture radiologique. Un généraliste fait en moyenne 28 ECG par an. Non pas qu'il n'a pas l'appareil et qu'il ne sait pas faire le ECG, c'est qu'il y a des doutes d'interprétation diagnostique avec des enjeux juridiques derrière. Si demain on peut, par exemple, rajouter dans des déserts médicaux, dans des endroits où c'est finalement difficile d'avoir accès, d'avoir la pratique d'un électrocardiogramme et d'avoir une sécurisation de sa lecture, ne serait-ce que déjà dépister une arythmie pour pouvoir éviter un risque d'AVC potentiel, je pense que là, on améliore les chances pour les patients sans pour autant dire qu'on est en train de remplacer les soignants. Mais tout ce qui permet de sécuriser, qui permet de stratifier, et l'exemple ultime, ça sera que si un jour on a un dispositif médical avec tous un espace numérique en santé personnalisé et que les 70 millions de Français ont bien renseigné leur espace numérique santé, j'ai bien appris ma leçon, vous avez vu, eh bien on pourra avoir des stratégies finalement ciblées grâce à l'IA, de pouvoir dépister
les 3 grosses cohortes qui, à mon avis, sont les enjeux de demain et qui représenteront en 2035 75% de nos dépenses de santé, toute la maladie mentale, tout ce qui est le dépistage de la cancérologie. On n'atteint que 40 à 50% de nos pistes de dépistage. Et puis tout le cardiovasculaire, où là, on a des marges de protection majeures. Donc je pense qu'on peut avoir de l'IA très appliquée, à condition, et je pense que c'est l'acceptabilité, et je crois que l'acceptabilité de nos acteurs est importante. C'est pour ça qu'il faut beaucoup privilégier les appels à projets, les solutions locales, parce que je crois que le français n'a pas envie de ces mesures très pyramidales qui tombent du ciel. Merci Yannick. La transition est faite sur qui dit appel à projet, dit agence de l'innovation en santé, cher Charles-Édouard Escura. Et là, d'une certaine manière, je vais te poser à toi ainsi qu'à David Sainatine une question, un peu la même question, qui est une question, je vois Didier Bazocchi, les équipes du cercle de réflexion sur l'avenir de la protection sociale auquel on travaille sur ces questions avec la FNEAD et les représentants des fédérations professionnelles qui sont là, Lamine Garbi et Sophie Bopper sont arrivés. Il y a une question de comment on se met à l'échelle. Et là, l'AIS met en place des appels à projets. Et finalement, la question qui est commune, c'est comment est-ce qu'on arrive à relever le défi de cette course contre la montre. Dans la première table ronde, on voyait tout à l'heure en hospitalisation à domicile et plus largement la cinétique de diffusion de ces moteurs d'IA générative au-delà de nos cadres régulés. Quels sont les leviers que l'AIS peut aider à actionner pour gagner cette course contre la montre? Donc, merci tout d'abord à la FNEAD et à sa présidente pour l'invitation. Simplement, juste un petit point, je ne prendrai pas longtemps là-dessus, par rapport à la question qui était posée par rapport au lien politique. Peut-il imposer le bon usage de l'IA ? Au début, quand on m'a posé la question, je me suis dit, bon, comment répondre à ça, vu que je ne suis pas un politique. En fait, la question, elle va poser celle de l'articulation entre ce que peut faire le politique et comment l'administration, notamment, doit pouvoir permettre le déploiement des usages. Je ne pense pas que le politique puisse décréter le bon usage. Bon, j'en suis à peu près intimement convaincu. Par contre, il peut beaucoup faire. Ce qu'il peut faire et ce qui est fait, c'est déjà ne pas laisser prospérer le mauvais usage. Donc là, ça renvoie à des dispositions qui ont été prises, que ce soit au niveau européen, que ce soit aussi au niveau français. Ce qu'il peut faire aussi, donc, c'est aussi appuyer financièrement. Et on a un PLFSS qui est en cours de discussion, mais il y a quand même un PLF qui arrive dans les projets de loi de finances, qui arrive avec des questions sur les investissements qui me semblent importants. Et puis en fait, il doit permettre de mettre en place les règles du jeu qui vont créer la confiance des utilisateurs, qu'ils soient côté professionnel de santé ou côté usager, pour que justement ça puisse se déployer, qui est une des conditions du passage à l'échelle. Donc, premier point, je pense qu'il est très important aussi d'investir sur la formation. On voit qu'on a eu une question aussi tout à l'heure qui avait trait à est-ce qu'il faut continuer à faire des études, si j'ai bien entendu. Il me semble que la question, c'est peut-être de passer parfois du médecin hypermnésique qu'on a pu connaître à celui qui va être beaucoup plus formé sur le sujet, l'esprit critique, c'est-à-dire pouvoir challenger son IA, son copilote qui va être à côté. Donc la formation me semble importante et David pourra détailler ce qui a été fait en la matière, notamment au niveau de la santé numérique. Donc voilà. Sur ce sujet, quel est l'intérêt? C'est de créer la confiance et de pouvoir passer à l'échelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Agence de l'innovation en santé? Il n'y a pas que des appels à projets, mais ce qu'on souhaite faire, en tout cas, je peux prendre 3 domaines qui visent à démontrer, avoir des bacs à sable quelque part réglementaires, financiers et réglementaires, pour démontrer la valeur et après essayer de passer à l'échelle, sachant que passer à l'échelle, ça ne veut pas dire dupliquer ou photocopier ce qui s'est fait, mais en tout cas avoir des retours d'expérience. Peut-être trois sujets. Le premier sujet, dans le domaine de la prévention que vous évoquiez. Là, on a lancé... Le challenge prévention, voilà, on a lancé avec les premiers gagnants qui ont été annoncés il y a quelques jours. Donc les tout premiers qui ont été annoncés il y a quelques jours. Donc là, l'objectif, c'est d'utiliser à la fois des dispositifs qui embarquent de l'IA, mais c'est pas tellement le sujet, parce que le sujet, c'est celui de l'usage, au sein d'organisations, avec une certaine échelle, pour démontrer des preuves de leur efficacité, parce que le sujet de la prévention, c'est celui-ci. Comment est-ce qu'on va nourrir les politiques pour qu'ils puissent définir des modèles économiques? Donc il faut amener des preuves et la valeur apportée pour ensuite le dupliquer. Ça, c'est le premier point.
Un deuxième, on a évoqué la recherche clinique tout à l'heure, on a initié, alors le il est toujours interministériel, parce qu'on est interministériel, donc c'est avec les collègues des différents ministères, et je tiens à le souligner, mais on a initié aussi un appel à manifestation d'intérêt sur les nouvelles méthodologies de recherche clinique. Donc très très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment est-ce qu'on va pouvoir simuler, émuler des cohortes, des bras, qui vont permettre de générer des preuves, apporter ces preuves, notamment à la Haute Autorité de Santé, à la NSM, et voir dans quelle mesure ce qu'on a apporté pourrait être, in fine, repris dans les doctrines, dans le respect, évidemment, bien entendu, des prérogatives de chacun. Donc ça, ce sont de nouvelles méthodes de recherche clinique, avec un intérêt extrêmement important, vous en doutez, dans les domaines des maladies rares, par exemple, où forcément, pour des raisons évidentes, les cohortes de patients sont un petit peu compliqués à agréger, et puis pour diminuer aussi les délais dans lesquels on est. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Donc là aussi, c'est dans un cadre de confiance, en étant certain d'avoir les bonnes données, le bon usage, et que ce soit robuste scientifiquement, parce que c'est ça qui va créer la confiance. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet que David connaît bien aussi, c'est un appel à projet qui s'appelle Impact IA, et qui vise à démontrer in concreto, donc au sein des établissements, la capacité, lorsqu'on va acheter des dispositifs, notamment des dispositifs médicaux qui embarquent de l'IA, à pouvoir s'intégrer efficacement au sein des établissements. Et ça, c'est vertueux, parce qu'à partir de ce moment où on démontre que ça s'intègre efficacement, pour l'hôpital, c'est très bien, parfait, l'hôpital et les établissements. Et puis ça va être très bien pour l'industriel qui est derrière, il ne faut pas l'oublier, qui va lui permettre après de démontrer qu'il y a de l'intérêt à se déployer. Donc ça, c'est des sujets pour nous qui sont extrêmement importants au niveau de l'AIS, sachant qu'on est toujours piloté par l'usage qui va être fait in fine de l'IA et pas forcément la techno en tant que telle. Je me permets toujours de le souligner. Merci Charles-Édouard. Alors vous avez vu que Charles-Édouard a passé la balle à David Sainati, peut-être anticipant des schémas d'organisation futurs fluides et une nouvelle gouvernance du numérique qui est en train de se construire sur ces sujets. Moi, je voulais t'interroger, David, un peu sur le même point, le modèle médico-économique de mise à l'échelle. Charles-Édouard évoquait les appels à projets en cours. Dans les leviers peut-être moins attendus, est arrivé l'article 30, qui est dans ce PLFSS adopté hier soir, le premier levier de modèle médico-économique de mise à l'échelle de l'IA sur les prescriptions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Parce que là, je pense que c'est un point qui intéressera évidemment tous les acteurs de l'IA, mais aussi les acteurs de l'hospitalisation à domicile en particulier. C'est un domaine important, l'optimisation des prescriptions, notamment dans le champ domiciliaire. Bonjour à tous, merci de l'invitation. C'est impressionnant, vous êtes hyper nombreux, très concentrés sur les sujets d'IA, ça fait très plaisir. Donc pour répondre à ta question, enfin pas le début sur l'organisation du ministère, c'était pas forcément l'objet, mais sur l'article 30 du PLFSS, que vous connaissez tous par cœur, l'enjeu que l'on a sur ces différents outils d'IA dans vos vies professionnelles et l'établissement de santé, c'est que vous arrivez à essayer de vous financer, de payer l'achat des licences de ces outils d'IA quand ils apportent une plus-value, un bénéfice immédiat, notamment un gain de temps dans les établissements, dans vos pratiques professionnelles. Là, c'est plus facile pour vous d'imaginer, de mesurer concrètement la plus-value et donc d'acquérir ces outils. Lorsque les bénéfices sont systémiques et qu'il s'agit de bénéfices notamment cliniques qui bénéficient au-delà du simple utilisateur, mais qui permettent notamment des économies pour le système de santé au global, là, c'est beaucoup plus compliqué pour l'accès au marché des dispositifs qui embarquent ces IA, puisque la voie à la fois de l'évaluation et la voie de la partie financière n'est pas si simple. Et en fait, on est obligé de faire du cas par cas. Donc la stratégie IA que M. le ministre a impulsée, qui a été lancée dernièrement, est basée, et qu'on co-porte avec la DGOS ici présente, est basée sur le recensement et la priorisation des différents cas d'usage, aujourd'hui remontés par les établissements de santé, les professionnels de santé, les usagers, les différents experts de terrain qui nous remontent les cas d'usage et que l'on peut arriver à prioriser. On mutualise ensuite les évaluations qui sont réalisées. Charles-Édouard parlait des différents guichets qui permettent aux entreprises de faire des évaluations et les entreprises en lien avec les établissements de santé de faire des évaluations médico-éco, des évaluations cliniques de leurs outils. Aujourd'hui, ces évaluations sont faites souvent dans certains établissements pionniers et ne sont pas forcément mutualisées. D'autres établissements peuvent être amenés à refaire les mêmes types d'évaluations. On perd là encore à nouveau du temps. Donc l'enjeu est un enjeu de mutualisation, de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des retours d'expérience des autres et ensuite travailler sur les modes de financement. Et c'est là où j'en reviens à ces dispositifs médicaux numériques à usage professionnel qui ont aujourd'hui des voies d'accès qui sont complexes, puisque la plus-value est systémique. Et donc là, l'article 30 nous permet de travailler sur un cas d'usage, le cas d'usage effectivement de la prescription, l'efficience de la prescription,
pour faire en sorte de pouvoir arriver à déployer ce cas d'usage plus facilement et les généraliser et permettre aux professionnels de santé de bénéficier d'outils numériques. Donc concrètement, des systèmes d'IA qui vont permettre, en utilisant les données en ville, à l'hôpital, à domicile, d'éviter des prescriptions inutiles ou de renforcer la pertinence de la prescription médicale. La pertinence, l'action du professionnel et d'améliorer le confort décisionnel du professionnel de santé, c'est hyper important. Et avec ce qui est très innovant, une capacité de redistribuer par l'assurance maladie des gains associés à ces économies de prescription. Et donc là, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que pour ce cas d'usage-là particulier, comment on peut arriver à financer, à faire tourner un modèle économique sur ces dispositifs médicaux dont la plus-value dépasse le professionnel de santé qui l'utilise. Le professionnel de santé paye la licence, mais pour autant, c'est pas forcément lui qui bénéficie de la plupart de la plus-value. La plus-value, elle est pour le système de santé au global. Et donc, du coup, il faut qu'on arrive à trouver un modèle économique qui permette de refinancer l'éditeur sur la base des économies réellement constatées. Donc ça, c'est l'article 30 qui permet, pour ce cas d'usage-là précis des outils, des systèmes d'aide à la décision médicale, de pouvoir reverser une partie des économies en année N+1 constatées, réellement constatées, aux éditeurs qui ont édité ces solutions, ce qui permet de faire moins peser sur le professionnel de santé le coût de l'usage de cet outil, mais du coup de baisser le coût des licences et permet aux éditeurs de pouvoir être rémunérés sur la vraie plus-value de l'usage de l'outil de manière généralisée. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que concrètement, on va travailler sur les différents cas d'usage identifiés de cette manière et on va arriver à trouver des modèles économiques, des modèles de financement pour chacun des cas d'usage. Donc cet article 30 est valable pour ce cas d'usage-là, mais il n'est pas forcément généralisable pour l'ensemble de tous les cas d'usage de l'IA en santé. Je vois des hochements de tête dans la salle. Il y aura probablement des questions sur le dispositif. Il y aura un guide ou un cahier des charges établi par la Haute Autorité de Santé sur le dispositif. Jean Lesy intervenait en première partie d'après-midi sur le sujet. On va devoir travailler sur les textes d'application de cette action, en fait, en lien avec l'Agence du numérique en santé, en lien avec la HAS, pour pouvoir mettre en place un corpus qui me permettra ensuite de conventionner, permettra à l'assurance maladie de conventionner avec ses éditeurs pour pouvoir ensuite calculer la plus-value effectivement générés et s'assurer que ce sont des outils utiles, pertinents et fiables, sécurisés qui sont mis à disposition et pas n'importe quel dispositif qui débarque, quoi. Très bien. Merci David. Et on va passer dans un instant aux questions de la salle, mais je vais maintenant passer les commandes de l'animation de cette session à Sarah Amradi, qui est directrice de la partie garantie humaine, régulation d'éthique IA, pour ouvrir le sujet sur deux angles, l'impact sur les métiers et peut-être d'abord l'équilibre entre régulation et innovation. Sarah. Merci beaucoup. Effectivement, donc peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, dans un premier temps, il y a ce sujet effectivement d'équilibre entre innovation et régulation. Donc c'est un sujet qui a notamment été abordé lors des états généraux de l'IA en santé la semaine dernière. Donc l'idée, c'est que quand on parle de bon usage, il y a ce côté, on pense à l'optimisation justement de la performance des outils d'IA. Et en même temps, on pense à l'aspect éthique, et c'est deux sujets qui peuvent être contradictoires. Donc, justement, selon vous, comment envisager en fait cet équilibre à trouver entre innovation et régulation ? Je crois déjà que ça a été dit tout à l'heure, mais déjà, je ne sais pas pour botter en touche, mais on doit avoir une régulation qui est globalement à l'échelon européen, un dispositif médical. Si on veut qu'un dispositif médical se développe et qu'il y ait derrière une filière économique qui se développe, il faut bien s'entendre dire par les industriels que le marché sera au-delà du pays national. Donc il y a une harmonisation à faire. Après, je crois aussi que sans remettre un pied dans la fourmilière, je pense aussi que c'est pour ça qu'à un moment, l'État doit garder aussi une vision sur le régalien et éviter la différenciation territoriale. C'est-à-dire que je pense que si on veut veiller à l'équité et à l'égalité des soins, la départementalisation des soins nous expose déjà à deux écueils importants. Déjà, c'est qu'en fonction de la volonté politique locale et de ses financements, on peut avoir une inégalité de traitement et d'accès aux soins. Donc on voit bien que en termes d'intelligence artificielle, si les 101 départements n'ont pas la même doctrine, on voit bien le sujet. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est dans un concept One Health avec une santé
humaine. On sort d'une pandémie, donc il y a la santé vétérinaire, et on sait que 60% de nos pandémies viendront d'origine animale, et puis la santé environnementale. Donc on doit tenir compte de ces sujets-là. Donc je crois qu'il y a des études, je crois qu'il faut gagner du temps, et moi je suis très content qu'on ait pu lancer en février les appels à projets pour gagner du temps sur notamment les doctrines. Je pense qu'on peut y aller clairement. Je pense que nous avons un fonctionnement évaluation HAS, évaluation ANSM qui pourrait être réduite si on avait une doctrine qui va plus vite. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut que cette doctrine soit fiable. Et les outils d'IA doivent être vérifiés pour ça. Après, c'est le côté éthique de la démarche où, quelqu'un l'a dit très justement, je pense qu'il faut favoriser l'innovation. Au contraire, mais il faut surtout veiller au mésusage. Et je crois que c'est plutôt dans cet aspect-là. Il faut favoriser l'innovation, il faut favoriser les acteurs, mais on doit porter les règles de faire en sorte que s'il y a un mésusage, on soit sanctionné. Donc il faut libérer les forces. Je crois que c'est ça ce que les R&D, nos entreprises demandent. Il ne faut pas les bloquer, mais il faut veiller en permanence, et c'est un contrôle un peu continu de la qualité de sécurité. C'est ce qu'on produit du soin à l'hôpital, c'est ce qui est produit dans les entreprises, et c'est ce contrôle de qualité permanent où dès qu'il y a une déviance, on doit la contrôler, mais on doit laisser avancer les acteurs, parce que si on bride l'innovation, c'est au final moins d'accès à l'innovation pour nos patients, et on sait très bien que c'est sur l'innovation qu'on aura les marges d'efficience financière pour demain, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'argent magique, qu'on est dans une situation économique difficile, et c'est grâce à l'innovation d'usage technologique qu'on va avoir ces marges. David l'a très bien expliqué, avec notamment le financement des logiciels, va se rétribuer sur les économies, et tout ça est très vertueux au point de vue médical. J'en conclurai là-dessus. C'est par exemple, on sait très bien que dans l'antibiorésistance, qui sera un sujet majeur avec 10 millions de morts à l'échelon 2030, la principale cause de l'antibiorésistance, c'est le réchauffement climatique, c'est la médecine, mais c'est la mauvaise prescription et le mauvais usage des antibiotiques. Normalement, pas trop le temps de... Vous voulez... Voilà. Merci beaucoup à tous les trois.